Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons politique. L'étude de dossiers de corruption et d'infractions assimilées confiée à la justice de l'Aplousia a été interrogée. Nous reviendrons sur le bilan dressé les concernant pour appréciation et c'est dans quelques instants. Un second bilan retiendra également notre attention. Celui-ci porte sur le rapport de Reporters sans frontières sur les atteintes aux professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. Ce bilan relève que 45 journalistes ont été tués pour le compte de cette année. Nous ferons le point. À l'international, nous reviendrons sur les péripéties de l'opposant Ousmane Sonko. Bonne nouvelle pour ce dernier, aujourd'hui même, il a été réintégré sur la fiche électorale. Un vrai triomphe d'après son avocat. Nous y reviendrons dans le développement. Enfin, au Niger, les États-Unis exigent des militaires une transition brève et crédible. Ceci en contrepartie du renouement de la collaboration entre les deux États qui a été suspendu en raison du coup d'État du 20 juillet. Vous le verrez. Et c'est tout pour les titres. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'orée des élections 2024. Le découpage électoral fait encore objet de débats entre les acteurs politiques. Qu'en est-il réellement de la situation? Élément de réponse dans ce récit de Gloire Lodonou. Le cadre permanent de concertation entre les acteurs politiques a repris ses activités dans le cadre de la préparation des échéances électorales qui attendent le pays dans le premier trimestre de 2024. Au centre des débats, le découpage électoral. Selon l'opposition, avec l'avènement des communes, tenir une élection avant l'ancien découpage électoral serait injuste envers certaines communes. Ainsi, elle propose que le découpage électoral attribue un député à une commune afin que celui-ci en réponde mieux aux aspirations. Cette proposition projette le nombre des députés à 117 correspondants aux communes. Même si tous les acteurs ne sont pas contre le nombre de députés, cette augmentation ne sera pas seulement faite sur la base démographique. S'il faut retenir que la proposition d'une commune dont député a été approuvée par la grande majorité, il revient au gouvernement d'approuver cette requête voulant un nouveau découpage. Pour d'autres acteurs politiques, repenser un nouveau découpage serait comme un gâchis des acquis de la dette et donc il faut garder le découpage existant comme tel. Que sont devenus les dossiers de corruption transmis à la justice par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Aplousia? L'institution est revenue sur le bilan de sa lutte mais n'a visiblement pas donné des détails sur ce dossier. Pourtant, c'est sur ces affaires que les Togolais voudraient bien apprécier le rôle de l'Aplousia. Plus de détails à travers cet élément signé Kofi Kligué. La récente sortie de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Aplousia au nom de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption a plutôt laissé les Togolais sur leur soif. L'issue des dossiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et celui de la route Lomé-Vogan-en-Foin était la plus grande attente des Togolais à l'heure du bilan de la corruption au Togo. Cependant, Maître Abba Kimelabalou, président de l'institution de lutte contre la corruption, n'était revenu que sur les plaintes et les efforts du gouvernement. Selon lui, depuis son opérationnalisation en 2018, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption a enregistré 88 plaintes, dont 12 pour 2023. Au cours de la présentation du bilan, le président de l'institution affirme avoir résolu certaines plaintes, ce qui pousse à demander la suite que l'institution a réservée au dossier de la CAN 2013 et de la route Lomé-Vogan-en-Foin transmis à la justice par son ancien président Essohanam Ouiyao depuis novembre 2019. 4 années sont déjà passées et la Aplousia a envoyé au calendrier grec la suite judiciaire donnée à l'affaire. Ces affaires faisaient état de 628 millions de dépenses injustifiées au cours de la CAN 2013 et de 36 milliards prévus pour la réfection de la route Lomé-Vogan-en-Foin. La Aplousia jouera-t-elle toujours dans la sensibilisation? Si oui, on se demande jusqu'à quand.
L'année 2023 qui tire à sa fin n'a pas été de tout repos pour les journalistes à travers le monde. Comme tous les ans, Reporters sans frontières vient de dresser un bilan très précis des atteintes aux professionnels de médias sur cette année. Il ressort que 45 d'entre eux ont été tués en faisant leur métier. Le métier du journaliste est de plus en plus difficile. Le nombre de journalistes menacés et tués dans le monde ne cesse d'interpeller les organisations de défense de ces derniers. En 2023, le chiffre des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions est de 45 au 1er décembre de l'année en cours, soit 16 de moins que l'an dernier où ils étaient 61. Selon le Reporters sans frontières, c'est le chiffre le plus bas jamais recensé depuis 2002. En 2012 et en 2013, ils étaient plus de 140 à perdre la vie. Les zones de conflit sont considérées comme les plus meurtrières pour les journalistes. 23 sur les 45 ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en zone de conflit. Par ailleurs, et toujours selon le bilan de RSF, 151 professionnels des médias sont actuellement derrière les barreaux à travers le monde. 54 sont actuellement retenus en otage dans le monde et 84 sont portés disparus. Toutefois, s'il apparaît que le nombre de journalistes tués dans l'exercice ou en raison de leur fonction est en forte baisse, l'on se demande si cette baisse sera sur une longue période. Parlons santé à présent. Situation inquiétante dans le domaine de la santé. Au Togo, le cancer ne cesse de faire des victimes. Selon les statistiques du ministère de la Santé, publié récemment, les cas de cancer en 2022 n'ont cessé d'augmenter. Plus de détails dans cet élément signé Claire Gagnon. Le cancer constitue l'une des principales préoccupations de santé publique à travers le monde et le Togo n'est pas à l'abri de cette réalité. Le nombre de personnes affectées par la maladie continue de croître malgré les progrès réalisés dans le domaine médical. En 2022, le taux de prévalence du cancer a suscité une vive inquiétude avec un enregistrement de plus de 7000 nouveaux cas contre 5200 en 2020. Les facteurs de risque liés au cancer sont divers, incluant des aspects tels que le tabagisme, une sédentarité accrue, l'obésité ainsi qu'une alimentation déséquilibrée pour n'en énumérer que quelques-uns. Ces éléments contribuent significativement à l'augmentation des probabilités de développer cette maladie. Les cancers prédominants au Togo comprennent ceux du sein, du col de l'utérus, de la prostate, de lymphome non-hodgkinien et de l'estomac. Face à cette menace croissante, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé une série de sensibilisations ciblées. Toujours dans cette perspective, il a été créé le Centre international de cancérologie de Lomé. Ce centre a pour mission de lutter contre les types de cancers en veillant à fournir des traitements conformes aux normes internationales. Objectif, garantir pour tous les patients l'accès à des soins de qualité. Précisons que pour diminuer les risques de développer la maladie, il est essentiel d'adopter pour des modes de vie sains et surtout de se soumettre à des dépistages réguliers. L'agriculture togolaise, sur ces 5 dernières années, a enregistré des excédents alimentaires dans certaines spéculations. Malgré tout, le secteur continue de consentir des efforts pour son plein développement. C'est dans ce sens que le pays envisage une production céréalière de 1,5 million de tonnes pour la prochaine campagne agricole. Les précisions. Depuis quelques années, le secteur agricole au Togo bénéficie d'énormes investissements de la part de l'État et des partenaires au développement, surtout en milieu rural. Ainsi, grâce à ces efforts, le pays est passé d'une agriculture familiale à une agriculture plus modernisée. Et c'est dans cette logique que les autorités agricoles envisagent une production céréalière plus importante. En effet, selon les prévisions de la Direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation DSID, le Togo vise une production de 1,5 million de tonnes de céréales pour la campagne agricole 2023-2024. Rappelons que pour la campagne précédente, le secteur a enregistré une production de 1,433 million de tonnes de céréales, soit une progression de 2% par rapport à la campagne
campagne précédente qui est de 1,404 million de tonnes, ce qui signifie que depuis 2018, la tendance à la hausse de la production demeure constante. Cette tendance à la hausse de la production céréalière indique que le pays n'est pas loin d'atteindre son objectif qui est de parvenir à une agriculture moderne, durable et à hauteur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, et aussi d'une économie forte, inclusive et compétitive. La page internationale à présent, après de longues incertitudes autour de la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko, le verdict est tombé ce jeudi même. Le principal opposant de Macky Sall a été réintégré sur les fiches électorales. Finalité qui, selon l'avocat de l'opposant, est une victoire tant pour le peuple sénégalais que pour la justice du pays. Reportage. Un juge sénégalais a émis jeudi une ordonnance rétablissant le chef de l'opposition Ousmane Sonko sur les listes électorales, ouvrant ainsi la voie à sa potentielle candidature à la présidentielle l'année prochaine. Pour son avocat, Maître Bamba Cissé, cela représente une victoire tant pour le peuple que pour la justice sénégalaise. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, et ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives, et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter le droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a confirmé la décision du tribunal régional de Ziguinchor datant d'octobre et annulée par la plus haute juridiction sénégalaise le mois dernier. Ousmane Sonko, au centre d'un bras de fer avec l'État depuis plus de 2 ans, a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Les États-Unis désirent relancer leur collaboration avec le Niger, collaboration qui a été suspendue suite au coup d'État du 26 juillet, renversant ainsi le président Mohamed Bazoum. Mais une condition s'impose. Les États-Unis réclament une transition courte et crédible. Quelle est la réponse de ces militaires face à cet ultimatum? Les précisions dans ce reportage. Pour relancer leur coopération avec le Niger, les États-Unis ont demandé mercredi aux militaires au pouvoir à Niamey de s'engager à une transition courte et crédible. En visite dans la capitale nigérienne depuis mardi, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines a évoqué le sujet avec plusieurs responsables nigériens, dont le Premier ministre, alors que les militaires proposent une période de transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils, et que sa durée sera fixée par un dialogue national qui sera incessamment convoqué. Après le coup de force du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, les États-Unis ont pris la décision de suspendre leur coopération avec Niamey. S'agissant du sort du président déchu, une solution satisfaisante pour lui, sa famille et les membres de son gouvernement est dans les tuyaux, a précisé la diplomate américaine. Elle dit en avoir discuté avec les autorités de la transition au Niger. Lui, l'Américain, il était là assis avec eux. Il était avec eux. Et nous vous l'annoncions hier, les élections au Congo s'approchent à grands pas. Les électeurs passeront au vote le mercredi prochain. Cependant, les problèmes ne tarissent pas. Carte d'électeurs défectueuse, contexte électoral fragile, problèmes cartographiques, des problèmes sans fin. La situation est inquiétante. Va-t-elle s'arranger d'ici les 7 jours avant les dites élections? Des interrogations qui restent sans réponse pour l'instant. En RDC, au moins 44 millions d'électeurs doivent voter mercredi à la faveur des élections générales dans la présidentielle. Mais à l'approche du rendez-vous, le processus interroge la jurisprudence électorale dans le pays, laissant perplexe. Nous allons dans un contexte électoral fragile par des sentiments, des frustrations
pour les uns des élections de 2018, des défis pour les autres au regard des élections de 2023. Et je crois que la classe politique n'a pas pris la mesure de la chose dans ce sens-là. Mais la méfiance n'est pas l'unique appréhension. Le volet logistique aussi inquiète dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés, largement dépourvu d'infrastructures. Nous sommes dans un pays où il y a tout le temps des pannes des courants. Est-ce qu'il y a déjà des dispositions? Est-ce que les batteries sont chargées? Donc, tas de choses qui n'ont pas encore été élucidées avant les 7 jours de scrutin. Et à cela s'ajoute les problèmes de la cartographie. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de cartographie téléchargeable. Or, la cartographie nous aide à situer les adresses physiques des centres et bureaux de vote. Des analystes se projettent aussi déjà sur la gestion du contentieux électoral éventuel. On fait aussi remarquer à l'opinion publique, avec 100 000 candidats à la présidentielle, aux élections législatives nationales, au niveau législatif provincial, au niveau communal, local, pardon. Donc, la durée, les délais n'ont pas changé, les institutions n'ont pas été modifiées, les ressources humaines sont les mêmes. Est-ce qu'on imagine déjà les scénarios des contentieux si jamais il y avait des contestations des résultats? Donc les juges, les juridictions seront dépassées. Ces altérités n'entament en aucun cas cependant la détermination de la CENI. Les élections auront lieu le 20 décembre, martèle son président, Denis Kadima. Nous partons en off au Rwanda pour parler du génocide de 1994. L'ancien médecin Sostène Munyimana, jugé à Paris pour son rôle présumé dans le génocide, a soutenu devant le tribunal qu'il avait tenté de sauver des vies plutôt que de participer aux tueries. Il a expliqué avoir ouvert la porte du bureau de secteur où des Tutsis étaient enfermés, croyant qu'ils seraient mis en sécurité. Il a également nié les accusations selon lesquelles il aurait privé les Tutsis d'eau et de nourriture. Confronté aux témoignages des proches des victimes, il a déclaré qu'il avait agi par compassion et qu'il ignorait que les personnes qu'il avait aidées seraient exécutées ailleurs. Le procès se poursuivra jusqu'au 19 décembre où l'accusé devra répondre des charges qui pèsent contre lui. Appartenant au cercle des pays les plus défavorisés dans le monde, la Somalie se voit alléger sa dette de 4,5 milliards de dollars par les créanciers internationaux. Ceci devrait donc permettre au pays de connaître un développement économique, mais aussi d'entamer de nouvelles réalisations. On va plus en détail avec ce reportage. La Somalie a obtenu mercredi un accord d'allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux, ont annoncé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'accord propice à la croissance économique a été vivement salué par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Dans un communiqué, il a vanté le processus d'allègement de la dette qui, selon lui, est le résultat d'efforts intergouvernementaux sur près d'une décennie, couvrant 3 administrations. Cette entente entre la Somalie et ses créanciers s'inscrit dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette appelé l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, supervisé par la Banque mondiale et le FMI. Par ailleurs, le Trésor américain a officiellement annoncé son engagement à annuler la totalité des créances restantes de la Somalie. Toutefois, malgré cette perspective positive, ce pays de la Corne de l'Afrique demeure l'une des nations les plus défavorisées au monde, confrontée principalement à des défis sécuritaires et aux impacts du changement climatique. Pourtant qualifiée d'accord historique, elle ne répond pas aux espérances des défenseurs de l'environnement qui ont montré leur désaccord par des manifestations. C'est l'accord de la COP28 signé hier. Qu'est-ce qui provoque la déception de ces jeunes militants? On les découvre dans ce reportage. L'accord adopté mercredi lors des négociations de la COP28 qualifié d'historique ne répond pas aux attentes des défenseurs de l'environnement. Dans le document de 21 pages, l'expression énergie fossile est mentionnée 2 fois, mais cette fois-ci, plus question de mettre un terme à leur utilisation d'ici à 2050, mais de transitionner, un vocabulaire qui suscite la confusion chez les activistes. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus.
La première chose que nous avons remarqué dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. Avant la plénière, une manifestation a été organisée pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive des émissions. Pour l'avocate américaine Victoria Wallen, spécialisée dans la justice environnementale, ce nouveau texte est médiocre. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Pendant 2 semaines, les négociateurs du monde entier ont débattu les formules autour des énergies fossiles. Et après 5 versions, l'accord final appelle à accélérer l'action climatique dès la décennie en cours, comme souhaité par plusieurs pays. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous.